Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut les parents bienveillants et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bonjour Cosette! Bonjour Mélissa! Dans cet épisode, nous allons aborder un sujet assez chaud et sensible, surtout lors de la rentrée scolaire, mais aussi proche des fêtes qu'on aime bien souligner, comme la Saint-Valentin, l'Halloween, Noël. Sur les groupes Facebook et même dans nos consultations, la majorité des parents nous rapportent plusieurs règles rigides ou interdits en lien avec le contenu des boîtes à lunch, comme pas le droit d'avoir un carré de Rice Krispies, pas le droit d'avoir une petite boîte de Smarties ou l'obligation de manger X quantité avant de pouvoir aller jouer dehors. Parfois, cette demande de l'éducatrice vient même du parent. Pour les collations, on a souvent un choix limité d'aliments qui sont permis, légumes, fruits ou fromages. Les yogourts à boire sont très souvent limités, peu importe la marque, même si c'est fait maison également. Et pour être honnête avec vous, on vit la même chose. Donc, qu'on soit maman ou maman nutritionniste, on n'y échappe pas. On vit vraiment la même situation. Alors, faire une boîte à lunch peut rapidement devenir un casse-tête pour les familles car on a les règles de l'école d'un côté et on a notre budget de l'autre côté et on doit jongler avec des préférences alimentaires de nos enfants, un appétit variable, parfois de la néophobie alimentaire, de l'hypersensibilité et on aimerait bien trouver un équilibre dans le respect de tout le monde et permettre à notre enfant de manger selon ses besoins et surtout dans le plaisir. Alors, aujourd'hui, on reçoit 2 diététistes nutritionnistes pour parler d'alimentation à l'école et démystifier le rôle du parent, le rôle de l'enfant et celui de l'équipe école. Lucie Lorrain, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, tout le plaisir est pour moi. Lucie, vous êtes diététiste nutritionniste pour l'Association québécoise de la garde scolaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'association et de votre rôle à vous? L'association de son petit nom, la QGS, soutient le développement des services de garde en milieu scolaire du Québec. Moi, j'y suis chargée de projet de son petit nom Je goûte, j'apprends et c'est financé dans le cadre de la politique gouvernementale de prévention en santé. Et j'ai comme mandat de mettre en place des initiatives qui vont favoriser la saine alimentation des jeunes à l'école. Entre autres, j'anime la formation Ensemble pour des contextes de repas plus conviviaux auprès du personnel en garde scolaire. Wow. On a également avec nous Charlène Blanchette, diététiste nutritionniste pour la Coalition québécoise sur la problématique du poids. Merci d'avoir accepté de vous joindre à nous à la discussion. Ça fait plaisir. Parfait. Charlène, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la Coalition Poids et de votre rôle, surtout en lien avec le sujet d'aujourd'hui? Oui, la Coalition Poids, en fait, a pour mandat de faire en sorte de demander tout ce qui est des modifications de règlements, de lois et de politiques publiques pour que ça soit plus facile, en fait, d'adopter des saines habitudes de vie. Puis l'école, en fait, c'est une de nos priorités, vraiment que ce soit des écoles en santé. C'est pourquoi, par exemple, en 2017, on a fait un rapport Virage Santé 10 ans plus tard, dans lequel on constate vraiment tous les défis, les enjeux, le manque de financement qu'il y a dans les écoles par rapport à tout ce qui est saine alimentation et activité physique. Puis les interdits et les restrictions alimentaires, ça faisait partie déjà d'un enjeu qu'on avait repéré. Puis avec les années, on a reçu plusieurs témoignages
Puis même que ces politiques-là alimentaires qui se veulent vraiment positives, bien, en fait, ils sont menacés parce qu'ils dépassent largement le rôle qu'ils ont. Alors, mesdames, on peut affirmer que vous êtes souvent interpellées par les parents et les professionnels qui accompagnent certaines familles dans l'alimentation des enfants en lien avec ces interdits alimentaires dans les lunchs, dans les collations, mais en lien aussi avec les discours qui sont parfois incohérents, contradictoires, mais surtout non standardisés, je pense, d'une région à l'autre, d'une école à l'autre, ce qui amène beaucoup de frustration, je pense. C'est surtout ça, les parents sont frustrés en lien avec donc la préparation des boîtes à lunch et des collations, on ne s'y retrouve plus. Si on part vraiment à la base, mais c'est quoi la politique alimentaire dans les écoles? Est-ce qu'on peut la démystifier un petit peu? Bien sûr, ça part ça part du niveau provincial. Donc, avec la politique cadre pour un virage santé à l'école qui a été créée en fait en 2007. Puis cette politique-là, en fait, elle se veut à faire des orientations, autant au niveau de l'alimentation que de l'activité physique, pour vraiment donner un cadre justement aux écoles. De là, en fait, se découlent en fait des politiques alimentaires dans les centres de services scolaires. Donc, ils se basent en fait sur le cadre de la politique cadre pour faire des politiques alimentaires destinées à leurs écoles. Et à ce moment-là, l'école, en fait, prend cette politique-là qui vient du centre de services scolaires et fait un plan d'action. Et c'est dans ce plan d'action que parfois, il y a un petit dépassement des responsabilités. Donc, on voit vraiment que les directives découlent. Puis, c'est là qu'il y a une certaine liberté. On adapte un peu au contexte de la politique alimentaire, mais c'est là aussi qu'il y a peut-être des dérapages qu'on peut voir comme des présences de restrictions et d'interdits alimentaires. On s'entend que l'école est un milieu d'éducation. Moi, c'est souvent cette phrase-là que l'équipe école me dit, que la directrice me dit, c'est un milieu d'éducation. Puis j'aimerais clarifier avec vous, quel est le rôle de l'école concrètement, encore une fois, milieu d'éducation, en lien avec le lunch, la collation des élèves qui fréquentent cet établissement? Bien, en fait, si on regarde dans la politique cadre, il y a une orientation qui est d'instaurer un contexte de repas et de collation conviviale. Donc, c'est dans le rôle de l'école de s'assurer que l'élève mange dans un environnement qui va être positif, sécuritaire, qui va avoir assez de temps pour manger, donc qui va être aménagé pour permettre de socialiser, etc. Donc, ça, c'est dans le rôle de l'école. Ensuite, bien évidemment, dans la politique cadre, le rôle de l'école, c'est aussi de voir à être davantage exemplaire dans son offre alimentaire, que ce soit pendant les événements spéciaux, que ce soit pendant des levées de fonds, des campagnes de levée de fonds, ou durant des ateliers culinaires. Il y en a quand même plusieurs écoles qui en offrent. Donc, son rôle, c'est d'offrir finalement des aliments de bonne valeur nutritive aux enfants dans un contexte qui est convivial. Donc, tout ça, ben oui. Bien, surtout, en fait, qu'en considérant le nombre d'heures que nos enfants passent à l'école, c'est extrêmement important que l'école offre des aliments qui sont de bonne qualité. Ils ont vraiment un impact sur l'alimentation de nos enfants. C'est pour ça que c'est dans leur responsabilité, en fait, de s'assurer qu'ils montrent l'exemple, qu'ils inspirent les parents, qu'ils inspirent les élèves aussi en offrant des aliments de bonne qualité. Donc, et effectivement, ce n'est pas dans son rôle d'interdire ce qu'il y a dans la boîte à lunch de l'enfant envoyé par le parent. Donc, on souhaite, cela dit, qu'il y ait beaucoup d'actions de promotion, de saine alimentation, d'éducation auprès des élèves et soutenir les parents qui en ont besoin ou qui le demandent pour finalement aider l'école à mettre de l'avant la promotion de la saine alimentation. Mais il n'y a vraiment rien dans la politique cadre qui indique aux écoles d'interdire quoi que ce soit dans la boîte à lunch des enfants. Puis pour ce qui est de l'enfant, bien évidemment, lui, il va être responsable de déterminer ce qu'il mange en fonction de ses signaux de faim et de satiété et de ses préférences alimentaires. Bien sûr qu'on souhaite que ces préférences alimentaires évoluent au fil du temps,
c'est aussi dans le rôle et des parents et des intervenants scolaires de faire évoluer ces préférences-là. Mais évidemment que l'enfant, ben, c'est ça, on souhaite qu'il développe son autonomie à mieux s'écouter. Oui, exactement. Puis quand on parle justement là, de bien manger, de diversifier l'alimentation, ce serait quoi les recommandations en lien avec l'alimentation des enfants d'âge scolaire? Mais évidemment qu'au niveau des intervenants scolaires, on leur demande de ne pas juger de l'alimentation de l'enfant. Ils ont vraiment, comme je le disais, un rôle de développer des compétences et des connaissances en lien avec la saine alimentation, mais ils n'ont pas à juger. Puis dans les formations que j'anime, entre autres la formation sur les contextes de repas, je mentionne au personnel en garde scolaire que finalement, bien manger, c'est bon, c'est plaisant et ça s'apprend. Donc, l'information qui est transmise à l'enfant et aux parents, on souhaite qu'elle soit fondée sur le Guide alimentaire canadien, bien sûr. Donc, qu'il n'y ait pas de portions recommandées, puis qu'on souhaite que l'enfant écoute davantage ses signaux de faim et de satiété, mais évidemment que le message soit positif, qu'on n'est pas dans les interdits, qu'on n'est pas dans les bons et les mauvais aliments, et que ça va être beaucoup plus efficace pour promouvoir la saine alimentation, de mettre l'accent sur ce qu'on souhaite que les enfants consomment, plutôt que de parler négativement des aliments qu'on veut qu'ils évitent. Et on a une tendance souvent dans les écoles à mentionner « oh, ça contient tant de sucre, tu ne devrais pas, il y a tant d'aliments. » Tu sais, on ne blâme pas non plus les intervenants de le faire. Hein. C'est vraiment une tendance un peu naturelle qu'on a de mettre en garde contre certains aliments. Mais on remarque que ce n'est pas ça qui est efficace pour développer les comportements. Et donc, le fait d'interdire des aliments, on le sait, ça augmente l'attrait pour les enfants. Donc, ce n'est vraiment pas efficace. Oui, puis ça peut créer aussi le fait, excuse-moi Cosette, mais j'aimerais ajouter que ça peut créer le fait de juger ou d'interdire certains aliments. Bien, les enfants qui aiment et qui ont du plaisir à manger ces aliments-là, qu'on est en train de venir... qu'on parle en mal, ça va amener un sentiment après ça de honte, un sentiment de culpabilité chez l'enfant par rapport à ses choix alimentaires. Mais moi, j'aime ça, cet aliment-là, mais c'est pas bon, cet aliment-là. Puis des fois, ils comprennent pas trop. Fait que c'est pour ça qu'en effet, on vise davantage des messages positifs, de les amener à les découvrir, ces aliments-là, dans le plaisir, plutôt que de devoir toujours dévaloriser ceux qui sont peut-être moins intéressants, là, point de vue valeur nutritive. Exact. Effectivement. J'aimerais peut-être rajouter aussi le nouveau guide alimentaire canadien, oui, donne une importance à ce qui se retrouve dans notre assiette, mais va beaucoup plus loin, en allant vraiment dans le contexte, dans l'importance de savourer, de découvrir une variété alimentaire. Puis l'école, en fait, peut avoir un impact sur ce qu'elle offre, peut avoir un impact sur justement tous ces aspects-là de contexte, mais c'est aux parents, en fait, que ça incombe la responsabilité d'offrir une variété alimentaire intéressante pour son enfant. Oui, c'est ça. Oui, puis Lucie l'a dit tantôt, hein, l'alimentation, ça doit être bon, ça doit être plaisant et ça s'apprend. Donc, je pense qu'en effet, dans le rôle de l'école, d'apprendre à avoir du plaisir à manger, à découvrir. Puis quand on parle ça s'apprend, c'est pas obligé d'apprendre aux enfants c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est moins bon, quels nutriments. On parle pas ça quand on parle d'apprentissage. Là, on parle d'apprendre à découvrir les aliments et à avoir du plaisir à le faire. Tout à fait. Signaux que mon corps m'envoie, j'ai faim, ça gargouille, je suis fatiguée, ça se peut que je n'ai pas mangé ma collation, à reconnaître, je pense, les signaux que leur corps leur envoie. Et je suis certaine que l'équipe école sont vraiment pleines de bonne volonté. Je pense qu'on veut tous le bien-être de notre enfant. On veut que l'enfant mange pour qu'il soit disponible à recevoir les enseignements qu'il a à recevoir au courant de la journée. Mais je me demande, ça part de où, tous ces interdits-là? Il y a eu quelque chose pour partir, pour commencer à... limiter le choix des aliments. Est-ce que c'est des fausses croyances, une mauvaise interprétation de la politique, ça vous l'avez mentionné? Est-ce que c'est à partir des craintes parentales, des craintes du personnel école? Est-ce que c'est une question de difficulté au niveau de la gestion des aliments? Est-ce que vous avez une idée, c'est à partir de où? Clairement, je comprends les questionnements parce que ça sort un peu
un peu de nulle part en voulant dire, oui, comme je l'ai dit, il y a peut-être une mauvaise interprétation de la politique cadre parce que vraiment, ça s'applique qu'à l'offre alimentaire à l'école et non pas à ce qui provient de la maison. Donc ça, c'est peut-être une piste. Mais tu sais, il y a aussi des interdits. Est-ce que ça prend naissance parce qu'il y a justement, comme on l'a dit, une volonté que les enfants mangent bien, mais qu'il y a une volonté qui dépasse en fait leur champ de responsabilité. Tu sais, il y a aussi il y a des directives aussi qui arrivent de l'école en tant que telle. Puis après ça, les intervenants scolaires sont obligés d'intervenir, d'accepter ou de refuser des collations en fonction de leur jugement. Puis, ça fait que ça se veut une bonne intention, mais au final, ça a vraiment énormément de conséquences. Et en général, ce qu'on remarque, c'est que c'est un peu une tendance des croyances associées à l'alimentation qu'on retrouve dans la société. Les intervenants scolaires ne sont pas formés en grosse majeure partie en promotion de saine alimentation et à connaître c'est quoi les bonnes pratiques. Donc, ils se fient à leurs propres valeurs, à leurs propres croyances en lien avec l'alimentation et on sait très bien que ben, au bout du compte, ce qui est véhiculé, c'est les bons, les mauvais aliments, c'est les interdits, il faut restreindre, il faut contrôler l'alimentation. Donc, tant le personnel que les parents sont souvent dans ces valeurs-là, dans ces croyances-là, puis malheureusement, ben, c'est ça qui est véhiculé dans les écoles. Oui, exactement, parce que c'est... Ah oui, vas-y, Charlène. Ah, OK. Excuse, je me mets aussi à la place des parents. Tu sais, il y a des écoles qu'au-delà de la saine alimentation, il y a une foule de contraintes qui peuvent être imposées. Le zéro déchet, il y a les craintes de dégâts, les préventions des caries, la commodité des contenants. À un moment donné, ça devient comme un casse-tête. Il y a une foule de contraintes qui peuvent être données qui sont vraiment arbitraires et qui n'ont pas lieu d'être. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est ce que Lucie disait, comme on disait, d'où ça vient. Bien, je pense que ces intervenants-là, à la base, ont une propre relation avec la nourriture, ont leur propre croyance par rapport à qu'est-ce que c'est une saine alimentation. Et comme on l'a dit, ça part souvent d'une bonne intention de vouloir transmettre ça, mais ils n'ont pas nécessairement, comme on disait, là, les notions de savoir bon, quelles vont être les bonnes pratiques pour pouvoir justement, là, que ça en devienne des bonnes habitudes là, pour permettre aux enfants, en fait, de développer des saines habitudes alimentaires. Puis justement, est-ce que vous avez des données sur les pratiques là, dans les écoles primaires? Quelles sont les conséquences de ces pratiques-là ou de ces croyances-là? Ben oui, en fait, à l'automne, j'ai réalisé un sondage que j'ai envoyé là, aux membres et au personnel en garde scolaire pour faire un portrait justement de cette situation-là. Parce que quand j'anime la formation sur les contextes de repas plus conviviaux auprès du personnel éducateur, je remarque que dans environ 80 des cas, 75 des cas, qu'il y a une résistance à changer ces pratiques-là. Puis j'ai vraiment à prendre beaucoup de temps au moment de la formation pour argumenter et expliquer finalement les effets nuisibles que ça peut avoir de mettre des interdits alimentaires. Et souvent, le personnel, ils m'entendent, ils comprennent, mais ils font, oui, mais ça fait des années qu'on fonctionne de cette façon-là. Qu'est-ce qui va se passer quand on ne le fera plus? Ils ont vraiment beaucoup de craintes et de résistance par rapport à ça. Fait que pour revenir au sondage, en fait, la question que j'ai demandée au personnel technicien en garde scolaire, c'est quelle est la position de votre école sur les aliments de faible valeur nutritive, là, comme chocolat, bonbons, croustilles, boissons gazeuses, parce que souvent, finalement, c'est ces aliments-là qui sont les plus ciblés et qui sont apportés dans la boîte à lunch de l'élève. Et ben, ça serait, selon les répondants, là, les 240 répondants, c'est 81% des écoles qui interdisent des aliments dans la boîte à lunch des élèves. Puis, en fait, je leur ai demandé c'était quoi leur position quant au fait d'interdire ces aliments-là. Et 63% étaient en accord. Et ouais, c'est ça. Puis, il y a beaucoup de techniciens qui ont répondu, en fait, qui suivaient les directives
des commissions scolaires de ne plus interdire d'aliments. Donc, c'est 23 qui ont dit ça. Mais dans les commentaires, je voyais souvent, il y en a qui ont répondu « Oui, mais informellement, ils font pareil. Ils interdisent quand même. » Donc, la commission scolaire dit on ne veut pas, on s'est positionné pour dire ce n'est pas une bonne pratique, mais le personnel, éducateur, se donne quand même comme mandat d'interdire, malheureusement. Donc, on remarque que c'est vraiment important comme pratique. Puis, ben, on a aussi interrogé qu'est-ce qu'ils faisaient pour quand il y avait des aliments interdits. Puis, il y a toutes sortes de pratiques qui ont été mentionnées, entre autres des avis à l'élève, des avis aux parents. Des fois, on va mettre l'enfant à l'écart. Il ne pourra pas manger l'aliment ou il ne pourra pas manger l'aliment. Donc, il va pouvoir le manger, mais il faut qu'il mange à l'écart pour pas que l'autre, pour ne pas faire de jaloux, entre guillemets. Donc, il y a vraiment toutes sortes d'actions qui sont posées là, quand les aliments interdits se retrouvent dans la boîte à lunch. Et c'est tellement... Ah, vas-y, excuse-moi. Vas-y, je te laisse. C'est quoi leur crainte? Ils disent, on a compris, on le sait qu'on ne devrait pas le faire, mais on le fait quand même. C'est quoi leur crainte de juste de ne pas le faire? Est-ce qu'ils vous ont répondu là-dessus? J'aimerais ça vous entendre, mais pourquoi ils font? Oui, ils ont l'impression, on est dans la mentalité de contrôle. Oui, oui, c'est ça. Et si on ne contrôle plus, ben, il va y avoir une exagération. Donc, ils ont l'impression que du jour au lendemain, si on ne met plus les interdits, ben, les enfants vont exagérer. Puis dans la boîte à lunch, ils vont ne manger que des aliments finalement de faible valeur nutritive. Fait que c'est beaucoup ça la crainte. Et pourtant, je leur dis, ben, essayez-les, vous allez bien voir. Ben oui, c'est ça, exactement. et quand j'arrive dans des écoles où il n'y a plus de ces interdits-là qui, soit ont suivi les directives de la commission scolaire ou finalement, il y a une technicienne responsable du service de garde qui a dit non, je comprends cette pratique-là et on ne veut pas qu'elle soit mise de l'avant dans notre école, bien, il n'y en a pas de problème. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas tant de changement parce que les parents, finalement, ils souhaitent que leur enfant consomme des aliments nutritifs, puis de façon générale, ils vont mettre dans la boîte à lunch des aliments qui sont nourrissants. Là. Il n'y a pas tant de changements, mais ils ont cette crainte-là, malheureusement. Oui, mais exactement. Puis, on l'a dit, c'est les parents, de toute façon, qui préparent la boîte à lunch, des fois avec les enfants ou sans les enfants. Fait, en effet, c'est pas parce que demain matin, tout d'un coup, l'école, il n'y a plus d'interdiction que là, la boîte à lunch, il n'y aura plus de sandwich, il n'y aura plus de légumes, il n'y aura plus de variété. Let's go, on a le droit, on peut envoyer. Mais, on le dit depuis le début, mais ces craintes-là viennent, je pense, beaucoup des croyances personnelles des intervenants du service de garde. Puis aussi, ben, je ne sais pas, là, peut-être qu'ils vous l'ont dit ou pas, mais est-ce qu'ils ont peur que, on le disait tantôt, des fois, c'est à la demande des parents là, que le parent va demander ben, moi, je veux que mon enfant mange ça avant de manger ça. On le sait. Est-ce qu'ils ont aussi peur peut-être de se faire réprimander par les parents? Il y avait tout ça qui était ressorti? Ah oui, oui, vraiment. Oui, hein, c'est ça. Ah oui, vraiment. Il y en a qui vont... il y en a beaucoup, on leur a demandé, est-ce qu'on doit le contrôler pour certains enfants ou pour l'ensemble des enfants? Et dans si le parent le demande, oh, là, ils sont mal pris, ils se disent, oui, mais là, c'est le parent qui le donne. Ben, encore là, je leur explique, ben en fait, l'école met de l'avant les bonnes pratiques et c'est dans son rôle de sensibiliser les parents aux bonnes pratiques aussi. Donc, ils n'ont pas à s'ingérer non plus dans ce que l'enfant, dans la responsabilité de l'enfant. Fait que oui, certains parents ont besoin d'être sensibilisés à ça également. C'est ça, oui, c'est ça. Ça se fait dans les deux sens finalement. Oui, ça se fait dans les deux sens, oui. Travail d'équipe. Et si on résume un petit peu le partage des responsabilités, on l'a mentionné au début, donc si vous voulez le clarifier, le partage, c'est concrètement là, qui gère quoi dans la boîte à lunch, parce qu'on le fait à la maison avec les enfants, mais rendu à l'école, l'enfant gère quoi, le parent gère quoi, puis l'école concrètement gère quoi, pratico-pratique? Ça ressemble quand même à ce qui se
à la maison, en fait. Donc, Ouais, en fait, les bonnes pratiques à la maison. Donc, le parent, en fait, choisit les aliments. Donc, l'enfant, quant à lui, est responsable de ce qu'il va consommer. Donc, dans quelle quantité, qu'est-ce qu'il choisit comme aliment. Donc, de découvrir les aliments. Alors que si on va justement plutôt dans le contexte scolaire, ben, c'est plutôt l'école qui décide du moment, mais elle est responsable de ce qu'elle va offrir, elle, aux enfants, mais n'a pas, en fait, à dépasser, à aller au niveau du contenu de la boîte à lunch ou des collations. Donc, chacun a un rôle vraiment, une pièce de puzzle ou un travail d'équipe, comme on disait. Là. Donc, pour vraiment en fait, c'est tellement plus agréable en général parce que, veux pas, ça fait tellement des grosses tensions et de la frustration, toutes ces interdictions-là. Puis si l'école n'est pas toujours non plus très cohérente, d'un côté, elle peut faire des interdits, alors que de l'autre, lorsqu'il y a une foule, mettons une surabondance lors des événements spéciaux, puis les événements spéciaux, il y en a que c'est le dîner pizza, tous les anniversaires, toutes les fêtes, ou des récompenses aussi qui sont liées avec des aliments comme des friandises, etc. Donc là, il y a comme une incohérence aussi, là. Donc, beaucoup de frustration. Puis, tu sais, il faut vraiment, c'est comme Lucie disait, c'est une pratique qui est tellement répandue, puis c'est relié à des fausses croyances, c'est tellement sensible, mais il faut que ça change, parce qu'il y a tellement de conséquences, tu sais, pour le parent, avoir à jongler avec des interdits alimentaires, quels qu'ils soient, bien, ça limite la variété d'aliments sains qu'il peut offrir à son enfant, ça peut devenir un enjeu encore plus important pour les familles qui sont défavorisées, un véritable casse-tête, tu sais, alors ça devrait peut-être, tu sais, c'est déjà une tâche qui est demandante de faire des boîtes à lunch, des collations, mais on ne devrait pas encore plus alourdir cette tâche-là qui est extrêmement importante pour notre enfant. Sinon, même pour l'équipe école, comme on l'a effleuré, c'est une tâche qui est non nécessaire. Puis, ils n'ont pas à avoir cette pression-là de contrôler ou de juger les aliments. Puis, pour les élèves, là, je vais laisser Lucie renchérir, mais même pour les élèves, ça a tellement de conséquences là, de s'ingérer dans ce qu'ils mangent. Lucie, je te passe ta parole à ce niveau-là. Oui, oui, puis aussi par rapport aux intervenants scolaires, avant d'y aller pour les élèves, souvent, le problème, c'est que, bon, ils vont dire chocolat, pas droit de chocolat. OK. Mais on fait quoi, là, avec le petit gâteau vachon Le muffin aussi? à base de chocolat ou les ça. muffins qui ont un petit peu de chocolat dedans? Ça devient comme matière à interprétation. Donc, il n'y a aucune cohérence ni pour le parent, ni pour, ni pour l'enfant. Puis, en fait, oui, pour le personnel éducateur, il ne sait pas non plus, tu sais. Fait que vraiment, là, c'est problématique aussi pour les intervenants scolaires. Puis l'enfant, bien, évidemment que quand il se fait dire, bien, tu n'as pas le droit de ça, ton parent n'aurait pas dû mettre ça. Là, souvent, c'est dit devant d'autres enfants, devant ses camarades de classe. Fait que là, il va se sentir stigmatisé, pointé du doigt. Puis là, il va revenir souvent auprès, ça, c'est des histoires que j'ai entendues, auprès de ses parents le soir pour dire, ben là, comment ça, tu m'as mis ça? Puis là, il va se fâcher contre. Ben oui, je l'ai entendu souvent. Il va se fâcher contre ses parents. Puis là, ben, fait que vraiment, ça devient conflictuel, l'alimentation, alors que ça n'a pas lieu d'être. Puis, bien évidemment qu'il n'apprend pas les notions d'équilibre, de variété, de modération. C'est ça que ça devrait être, le développement des habitudes alimentaires. C'est ça qu'ils devraient comprendre. Et non pas qu'il y a des bons et des mauvais aliments, qu'il y a des aliments interdits. Donc, ça va vraiment nuire à sa relation à la nourriture, ces pratiques-là. Fait que au bout du compte, ça a des conséquences négatives, malheureusement. Puis, ben, pour certains enfants qui ont des besoins particuliers ou qui ont de l'hypersensibilité, ça se pourrait qu'il y ait besoin d'une collation plus soutenante. Puis si c'est juste des légumes qu'il a le droit, alors qu'il n'a peut-être pas déjeuné, alors que finalement, il a très peu faim sur l'heure du dîner parce qu'il prend de la médication, bien, il pourrait se faire refuser des bons muffins de maison parce qu'il y a un petit peu de chocolat. Fait qu'il ne comblera pas tous ses besoins là, à cause de certaines contraintes. Fait que vraiment, pour l'enfant aussi, là, ça a plusieurs conséquences négatives.
Oui, puis je pense que c'est surtout, en effet, sur l'enfant, puis c'est pour ça qu'on tenait autant à en parler aujourd'hui dans notre épisode, parce qu'on l'a vécu toutes les deux, là, moi et Cosette, dans nos vies de maman, là, d'avoir été confrontées à ça. Et on l'a bien dit, là, cette stigmatisation-là. Et aussi, tu sais, si un enfant se sent surveillé, c'est qu'avec cette éducatrice-là ou avec ce professeur-là, ben, il ne peut pas manger ça, ou avec cette éducatrice-là, ben là, il faut que je mange ça avant de pouvoir manger mon dessert. Puis là, c'est elle qui vient juger si elle a assez mangé. Si elle n'a pas assez mangé, il faut qu'elle prenne d'autres bouchées. Bien, ça, ultimement, ça crée un gros stress pour les enfants si ce n'est pas une pratique. Puis nous, c'est pas ce qu'on... On s'entend que ce n'est pas ce qu'on prône à la maison. Et ce stress-là, il vient prendre la place dans l'estomac de nos enfants. Puis là, ben, ils ne vont peut-être pas justement venir combler leurs besoins parce que l'heure du repas ne devient plus un moment plaisant. À l'école, c'est devenu une source de stress. De là, l'importance de renforcer et essayer de créer un climat. Tu sais, moi, je sais, il y a des professeurs, pas des professeurs, mais des éducatrices de service de garde, ils mettent de la musique, puis tu sais, c'est le fun. Bien, c'est ça qui va faire que l'enfant a du plaisir. Puis après ça, votre travail étant de créer cette atmosphère-là, tout le monde a du plaisir, laissez les enfants après ça manger, gérer les quantités et l'ordre aussi dans lequel ils vont pouvoir manger leurs aliments dans la boîte à lunch. Absolument. Oui, tout à fait. Le temps qu'ils ont pour manger, hein, ça a été démontré. Oui. Il y a des études qui ont démontré qu'ils allaient manger davantage de fruits et de légumes quand ils ont assez de temps sur l'heure du repas, puis qu'on les laisse découvrir ça dans le plaisir. Ça doit être un moment de détente, l'heure du repas. Oui, pas un moment stressant. Et tu sais, ça reste que... il peut y avoir, comme je le disais, au niveau des fêtes, des événements spéciaux, une surabondance. Donc, si jamais c'est un problème en tant que parent, vous vous rendez compte que l'école, il y a de l'exagération, ou même au contraire, que c'est jamais permis. C'est aussi, il y a comme une espèce de modération. Bien, nous, en fait, à la Coalition PA, on a conçu des outils par rapport à, justement, vous savez, des enjeux au niveau de certaines pratiques alimentaires. Donc, on va vous les laisser en référence, mais n'hésitez pas à les utiliser. Ça touche justement plusieurs autres enjeux parce que l'école, en fait, parfois, elle veut bien faire, mais elle ne fait pas toujours des pratiques qui sont adéquates. Je ne veux pas aussi les connaissances évoluer en nutrition énormément. Donc, puis il y a un manque de formation. Peut-être qu'ici, tu pourrais parler de ta formation qui est superbe. Mais, fait que... Oui, tout à fait. Les parents qui nous écoutent et qui aimeraient partager la bonne information à l'équipe école pour les outils. Donc, nous, on connaît vos outils, mais les formations, les outils, là, c'est le temps d'en parler pour un parent qui cherche des ressources à partager à l'école. On est toujours dans le respect parce que tout le monde veut le bien-être des enfants qui fréquentent l'établissement. On veut que l'enfant mange dans le plaisir, mais c'est comment faire? On le sait, on a les recommandations. J'ai ma propre histoire alimentaire. OK, on est prêt à faire des changements, mais où trouver les bonnes informations? Oui, bien, à l'OQGS, à la gardescolaire.org, il y a une boîte à outils et on a développé vraiment énormément d'outils, tant pour le personnel que pour les parents. Donc, les parents peuvent utiliser, oui, j'avais de la visite, ils peuvent utiliser ces outils-là. Autant ils peuvent les transmettre auprès des intervenants, autant les intervenants peuvent les utiliser et les transmettre aux parents. Donc, vraiment, ces outils-là, ça peut être sur le développement du goût, sur l'écoute des signaux de faim de satiété, sur la boîte à lunch. Il y a également la formation sur les contextes de repas plus conviviaux que j'ai mis en formation autoportante d'une durée d'1 heure. Donc, l'essentiel des messages est diffusé dans cette formation-là. Et ce que je fais, bien, j'ai réutilisé les vidéos qui abordent le sujet et je l'ai mis de façon cohérente. Et cette formation-là, autoportante, qui s'appelle « Je goûte, j'apprends », bien, elle est autant pertinente pour les intervenants que pour les parents. Et donc, les parents qui souhaitent modifier les pratiques, puis rejoindre les intervenants, vraiment, ils peuvent référer au site, à notre site Internet. Éventuellement, bien, ils peuvent faire appel ils peuvent me contacter pour que je puisse aller donner la formation s'ils ne l'ont pas reçue dans les milieux, dans leur service de garde. Donc, je suis disponible pour ça. Puis évidemment, bien,
Je suis seule nutritionniste pour l'ensemble du Québec, mais j'ai établi un réseau de contact avec des nutritionnistes régionales du réseau de la santé et de l'éducation pour qu'elles puissent, elles aussi, aller offrir la formation et appuyer les écoles qui souhaitent mettre en place des meilleures pratiques. Donc, il y a tout un réseau de nutritionnistes de la santé publique et de l'éducation qui, finalement, sont disposés à changer ces pratiques-là. Donc, ils peuvent tout simplement me contacter, puis selon les régions, moi, je les mets en contact avec les ressources pertinentes. Je reviens au niveau du partage des responsabilités aussi. Tu sais, veux pas, il faut que chacun, on a dit que c'est un travail d'équipe, il faut que chacun soit partie prenante, soit au courant aussi, donc soit engagé dans ce changement des responsabilités qu'on sait qui est qui est un gros changement pour plusieurs intervenants scolaires. C'est pour ça que moi et Lucie, en fait, donc de la Coalition PA et de la QGS, on s'est assis et on s'est dit, bon, il nous faut un outil, en fait, pour engager tous les intervenants, que ce soit vraiment un mot d'ordre dans toute l'école pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, donc avec les mêmes pratiques. C'est pour ça qu'on a fait un outil vraiment spécifiquement pour vraiment avoir un partage des responsabilités qui est adéquat. Donc, je vous invite à l'utiliser, donc que ce soit pour sensibiliser, par exemple, un intervenant qui a des pratiques un peu moins adéquates, mais sinon, l'idéal, c'est de passer par le conseil d'établissement parce que c'est lui qui adopte les politiques de l'école, les règles de fonctionnement de l'école. Donc, vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est gratuit puis téléchargeable au www.cqpp.qc.ca/nos outils. Donc, puis c'est là aussi que vous allez trouver les autres outils que j'ai brièvement mentionnés sur les récompenses alimentaires, les événements spéciaux. On en a un également sur la saine hydratation qui est très, donc promouvoir la consommation d'eau à l'école qui peut être très utile selon les enjeux que vous vivez. C'est plein d'outils gratuits aussi qu'on retrouve là, sur vos deux sites respectifs. Mm-hmm. On va mettre tous les liens de toute façon, comme ça les parents qui nous écoutent et qui nous regardent, pas obligés de les noter. On va mettre vraiment tous les liens dans le descriptif pour que ce soit plus facile d'aller les chercher. J'aurais une dernière question pour vous. Si malgré les outils, malgré les échanges, on remarque qu'à l'école, nous, on appelle ça le code de vie. Donc, il y a des règles à l'interne. Je pense que c'est peut-être la même chose dans chacune des écoles. Donc, l'équipe école peut décider de créer d'autres règles pour faciliter un petit peu l'heure des repas. Si malgré les échanges et les outils, il y a quand même des restrictions, des règles, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent? Oui, bien, évidemment que l'outil de conseil d'établissement est très pertinent pour ça. En fait, c'est un petit peu aussi, quand je donne ma formation, c'est un peu une des contraintes et des arguments. Souvent, ils disent, ben oui, mais c'est dans notre politique de l'école, c'est dans notre code de vie d'interdire ces aliments-là. Donc, on est un peu pris. Puis je leur dis, oui, mais il n'y a rien qui ne se change pas. C'est ça. Donc, il faut prendre le temps. Alors, moi, ce que je leur dis, c'est informellement, commencer à ne plus interdire et éventuellement changer le code de vie. Donc, il faut évidemment soit passer par le conseil d'établissement et par la direction d'école pour ça. Puis si jamais il y a plus ou moins d'écoute à ce niveau-là, on peut aller à la commission scolaire, au centre de service scolaire, trouver la personne qui est responsable de la politique d'implanter la politique alimentaire dans les écoles. Donc, demander à parler à cette personne-là. Et normalement, les interdits ne devraient pas être dans cette politique-là. Donc, cette personne-là pourrait éventuellement contacter la direction d'école pour s'assurer de modifier les règles du service de garde ou l'espèce de code de vie que l'école s'était dotée. Puis éventuellement, comme je le disais, il y a différentes nutritionnistes. Il y en a peu dans le réseau scolaire, mais dans le réseau de l'éducation, dans le réseau de la santé publique, de la santé publique, qui peuvent finalement porter main forte. Puis des fois, ils sont durs à retrouver, ces nutritionnistes-là, selon les régions. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Moi, j'ai vraiment un réseau de contact avec ces diététistes-là, puis je pourrais leur donner ces coordonnées-là. Ça va me faire plaisir. Juste pour clarifier au niveau du
centre de service scolaire. Généralement, il y a des numéros de téléphone, même il y a des sous-régions. Donc, vraiment, moi, je passerais aussi par la grande porte là, pour ne pas avoir à aller chercher. Puis, je poserais justement, comme Lucie Lorrain disait, d'être quelqu'un de vraiment responsable au niveau de l'alimentation. Puis, si jamais tout ça ne fonctionne pas, là, vraiment, là, il y a matière aussi peut-être à porter plainte. Donc, il y a une possibilité de porter plainte, mais ça, généralement, c'est le dernier recours. On essaie de se rendre là. C'est ça. Exactement. On veut que ça se fasse dans le respect, dans l'échange, la communication. Je pense que lorsqu'on connaît différent, lorsqu'on connaît mieux, je pense qu'on a la possibilité de choisir, je pense, de faire mieux et différent. Le guide alimentaire a changé, il a évolué. La nutrition, c'est une science en évolution. Je pense que c'est le temps, je pense qu'on emboîte le pas également au niveau des écoles. S'il y a quelqu'un du personnel école qui nous écoute aujourd'hui, est-ce que vous avez un message à lui transmettre? Bien, le message clé, en fait, c'est que respecter son champ de responsabilité. Donc, vraiment laisser le parent et l'élève avoir leurs responsabilités qui leur sont propres, c'est vraiment gagnant. C'est gagnant pour tout le monde. C'est en plus d'avoir des belles relations entre les intervenants et les parents, bien, ça peut vraiment contribuer à l'adoption de comportements alimentaires qui sont sains chez l'enfant. Puis, veut pas, on a un peu dit de respecter leur champ de responsabilité, ça c'est tout à fait vrai, mais ça reste qu'ils ont tout de même un rôle, ils peuvent être des super modèles pour les enfants. C'est pas à négliger. C'est pas parce qu'ils s'ingèrent pas dans le contenu des boîtes à lunch, des collations, qu'ils ont un rôle extrêmement important à jouer. Oui, tout à fait. Par comment eux ce qu'ils vont manger, leur partage de recettes, puis même d'amener des messages positifs en lien avec l'alimentation. Il ne faut vraiment pas négliger l'impact que ça peut avoir chez les élèves. Oui, parce que de découvrir les aliments en groupe, que ce soit le professeur en classe qui fait une activité de découverte et sinon, sur l'heure du dîner aussi, que ça se fasse dans le plaisir, bien après ça, l'enfant, il est content. Il dit « Hey, maman, aujourd'hui, on a parlé de ça à l'école, je ne connaissais pas ça, on devrait l'acheter. » L'école est un milieu tellement riche pour ça, pour permettre des fois de venir éveiller un peu cette curiosité-là pour les enfants et ça peut faire partie, en effet, de leur responsabilité et, comme on expliquait, de ne pas nécessairement juger après ça ce qu'il y a dans la boîte à lunch de l'enfant, mais de profiter de ces occasions-là pour leur offrir des occasions de les découvrir dans le plaisir, en groupe, avec leurs amis. Ça crée plein de beaux souvenirs pour la suite, puis c'est sûr que ça va les aider à développer aussi des saines habitudes alimentaires pour le reste de leur vie aussi, là. Mm-hmm. Merci, mesdames, pour votre présence. Ce fut une discussion enrichissante, remplie de messages importants, remplie de ressources, je crois, autant pour l'équipe école que pour les parents. On va mettre vraiment dans les descriptions tous les liens vers les ressources mentionnées, vers vous également. Et si jamais les parents ont des questions, merci tellement d'être là. Alors, voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins là, maintenant. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye, à la prochaine. Bye les filles! Bye bye! Bye!